Salut à tous, c'est Pangloche, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva avec Dame Lipasco. Salut Dame Lipasco. Salut. On va aujourd'hui arrêter un petit peu la soirée, la deuxième soirée de 73. On va passer sur une interview de José en 1977. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est assez intéressant. C'est un discours, un échange qu'il a eu avec un magazine qui s'appelle Counseling and Values, qui est une revue universitaire à comité de lecture axée sur le rôle des valeurs, de l'éthique, de la spiritualité et de la religion dans le conseil de la psychologie. C'est une revue qui a été créée en 1956 et qui est publiée 2 fois par an aux US. Donc, je trouve que c'est intéressant parce que c'était une rencontre dans les premières années de José, dans la dynamique où il voulait faire connaître son produit et ses recherches. Et également, il avait cette intention, comme Lee vous l'a souvent partagé, de faire valider sa méthode du côté le plus scientifique possible, et avoir à l'époque des échanges avec des revues universitaires à comité de lecture était quelque chose de plutôt intéressant. Donc, c'est Alice McKnight qui l'a interviewé. Et donc, comme je vous disais, c'est 77. Donc, je vais vous lire un peu l'article et comme ça, on discute dessus avec Lee. Question. Monsieur Silva, pourriez-vous donner quelques commentaires sur les débuts de la méthode de contrôle mental Silva? José. La méthode de contrôle Silva a été conçue pour être le système américain de méditation dynamique. Donc, avec Lee, on vous en a déjà parlé de cette idée de José, de ne pas être un système de méditation orientale, ni un système de prière, ni un système autre, alors qu'en parallèle, dans les mêmes périodes, il y avait la méditation transcendantale qui était en train de faire un gros buzz aux USA. Et là, ce qui est intéressant, c'est cette intention de dire, voilà, nous, ce qu'on fait, c'est de la méditation à l'occidentale, à l'américaine en l'occurrence, à l'occidentale, et une méditation dynamique, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas passif. C'est pas quelqu'un qui vous met forcément dans l'état, et non plus, c'est pas quelqu'un qui va rester juste contemplatif, mais quelqu'un qui va être acteur. Ça, c'est vraiment... Là, on voit dans juste ce début d'interview, c'est intéressant qu'ils mettent en avant cette idée méditation dynamique, système américain de méditation dynamique. Ça a été vraiment, tu vois, la première facette de sa réponse. Et tu vois, là, on n'est même pas sur autre chose qu'un système de méditation dynamique. C'est amusant de dire aux personnes, voilà, c'est quoi la méthode Silva? C'est une méthode de méditation. En réalité, on pourrait juste dire ça aux personnes. Dynamique, ouvrant le potentiel de ce qu'on peut faire avec la méditation. Je trouve que c'est très sympa. À ce titre, il est toujours en évolution, comme toutes les choses dynamiques. Ça, c'est aussi très intéressant. Aujourd'hui, on a figé la méthode Silva. Et parfois, on voit des changements qui sont intéressants ou qui pourraient être intéressants, mais souvent sur des choses reprises de ce qui a déjà été dit et fait par José. Et comme on le dit régulièrement avec Lee, José, son idée, c'était de mettre à jour sa méthode. C'est de dire, il y a une nouvelle connaissance, on l'inclut, on modifie tel ou tel process parce qu'automatiquement, on a prouvé autre chose. Depuis sa mort, c'est plus très dynamique. Quoique, je dis ça, mais Laura a tenté de faire quelque chose à un moment donné, elle a créé le 505, etc. Mais est-ce que toi, des années où tu as vu la méthode à ce que c'est aujourd'hui, tu as vu beaucoup d'évolution en tant que telle de la méthode, et surtout depuis la mort de José? Bon, alors comme tu dis, il y a tous les changements que Laura a apportés. Pour elle, en Silva Manifesting et dans Silva Intuition et tout ça, c'était pas qu'elle a vraiment apporté des nouvelles techniques, c'est qu'elle a introduit plutôt comment utiliser méditation pour trouver les réponses en soi-même. Justement, je suis pour le moment au milieu de répéter moi-même Silva Manifesting et je me rends compte en fait que l'instructeur nous dit, je vous ai donné beaucoup d'informations, mais en fait, non, elle a demandé beaucoup d'informations de nous. C'est nous qui avons cherché à l'intérieur de nous-mêmes. Pendant que la méthode Silva, à l'origine, c'était voilà comment pratiquer les techniques et voilà comment les appliquer et voilà donc il fallait quand même apprendre comment faire. Et après,
on était supposé être autonome, etc. Mais en fait, la plupart du développement que j'ai vu, c'était, justement, comme tu dis, s'il y avait des changements dans les connaissances scientifiques, par exemple, le moment quand les deux hémisphères sont apparus, par exemple, c'était inclus comme partie de l'explanation ou la présentation. Mais franchement, les techniques n'ont pas vraiment changé. Et personnellement, je ne vois pas le besoin de changer les techniques en elles-mêmes. Mais les présentations, oui. Parce les valeurs théoriques. Le public est différent, on a des besoins différents, on a des attitudes différentes, mais les techniques sont vraiment basées sur fondamentalement comment notre cerveau fonctionne. Et ça n'a pas changé. Tu vois ce que je veux dire? Oui, complètement. Je pense que c'est les bases, les logiques théoriques qui sont parfois à remettre en question pour mieux comprendre le résultat qui est donné, ce qui est apporté. C'est lié à quoi? Pourquoi ça fonctionne? Ça fonctionne parce que ceci, cela. On sait qu'aujourd'hui, c'est plus le principe de deux hémisphères. On sait que l'ensemble du cerveau fonctionne à longueur de temps. On sait que c'est une symbolique qui est très utilisée, mais qui n'est pas la réalité fonctionnelle. Maintenant, je lisais encore la semaine dernière quelque chose sur le sujet. Oui, c'est ce bouquin-là. C'est un bouquin de DN, qui est un spécialiste en neuro, etc. Et il disait, dans les neuromythes, on parle de justement ce cerveau, de ces deux cerveaux. Et comme il dit, moi j'ai eu des patients où la moitié de leur cerveau ne fonctionnait plus et pourtant, tout s'est développé de façon normale dans l'autre partie du cerveau parce qu'on sait qu'il y a des mouvements neuronaux qui permettent de tout réorienter. Alors bien sûr, ce n'est pas les mêmes zones, mais ils arrivent à avoir le même résultat à certains moments. Donc, ce qui est cool, c'est la mise à jour des informations pour qu'on puisse dire, OK, on utilise ça, les deux cerveaux, parce que métaphoriquement, c'est intéressant et que ça nous permet de faciliter le rapport à l'enseignement. Mais bien sûr, et là encore, aucun Silva instructeur ne vous dira jamais, moi je suis neuroscientifique, ce que je dis, c'est la vérité absolue, c'est on n'a pas la compétence de bien capter les neurosciences du tout, comme en fait, tous les terrains hyper précis, on n'a pas du tout cette compétence-là. Mais ça permet de dire, voilà, il y a des études qui ramènent à, là on prend cette symbolique, mais c'est plus compliqué que, comme on dit, on va être en alpha, mais on sait que c'est une partie du cerveau qui va être en alpha, et dans le reste du cerveau, il y a d'autres fréquences cérébrales. Tout n'est pas en alpha. Donc, on facilite pour que on puisse amener les idées et globaliser, généraliser, et donc automatiquement distordre l'information. Donc, nos recherches initiales avaient pour but d'augmenter le quotient intellectuel des individus, en particulier des enfants. Mais lorsque nous avons découvert au cours de nos expériences que nous atteignions des niveaux profonds de l'esprit et que nos sujets étaient capables d'anticiper nos questions, c'est-à-dire qu'ils nous donnaient des réponses avant même que nous posions des questions, nous avons compris que nous étions à l'aube d'une toute nouvelle dimension de l'esprit et du contrôle de l'esprit humain par lui-même. Là, on est vraiment dans son explication au début avec Isabella, puis après les promesses qu'il a pu faire avec les enfants. Lorsque nous avons vérifié à notre satisfaction que les sujets de notre recherche utilisaient réellement le facteur psy, dit fonctionnement psychique, pour répondre à des questions non formulées, fournir des informations sur des personnes qu'ils n'avaient jamais rencontrées et faisaient cela à un niveau de l'esprit que nous appelons subjectif. Donc c'est là on retrouve cette sémantique objectif-subjectif, le monde objectif, le monde subjectif. On voit dès 77, comme disait Lee, c'était la sémantique qu'il utilisait. C'est a posteriori qu'on a parlé cerveau gauche, cerveau droit, et Lee nous l'avait bien expliqué à ce niveau-là. Nous avons écrit une lettre à une grande université qui menait alors des recherches en parapsie. Nous avons décrit notre travail et nos résultats, demandant qu'un représentant du département vienne observer nos recherches. C'était en 1953. Et il est chouette cet article parce qu'il nous redonne un petit peu une timeline, une chronologie de ce qu'il a bossé. La réponse fut succincte et directe. Nous semblions avoir découvert des psychiques naturels, car, selon eux, le phénomène psy n'était pas enseignable, seulement observable. Donc là, ça revient à Duke University, Lee vous l'avez bien présenté, cette idée à dire qu'à un moment T,
il n'y a pas de possibilité d'enseigner et de développer cette compétence. Soit on l'a, soit on ne l'a pas. Et donc, du coup, c'est toi, soit tu es un psychique naturel, soit tu ne peux pas devenir un psychique naturel. Donc, là, on est sur du connaît. Un peu déçu, mais pas découragé, nous avons continué nos expériences d'entraînement mental avec divers individus et groupes, prouvant ainsi à notre satisfaction que le facteur psy est enseignable et peut être appris. Donc là, c'est là où il développe vraiment cette idée. On peut aller faire un travail plus parapsy avec un travail personnel. Puisque ma formation est en électronique et que j'avais une femme et une famille à soutenir pendant que je faisais ces recherches sur l'esprit, j'ai établi un lien logique entre l'électronique et le fonctionnement du cerveau-esprit humain. J'ai étudié Freud, Jung, Braid, Esdel, Libotz, Bernheim et bien d'autres. Pour ceux qui font de l'hypnose, Braid, Esdel, Libotz, Bernheim, c'est un peu des gros précurseurs de notre discipline. Braid est celui qui a donné le nom hypnose à l'hypnose, le nom hypnosis, parce que c'est un Britannique. Esdel, c'est celui qui a développé le coma hypnotique, qui utilisait du mesmérisme pour complètement permettre une anesthésie absolue du corps de la personne qui allait être opérée. Libotz et Bernheim, c'est la grande école de Nancy, celle qui avait plus raison que l'école de Paris à l'époque, mais la guerre a été gagnée par les écoles de Paris et Charcot, mais c'est eux qui ont développé même le mot psychothérapie qui était un mot en français utilisé justement pour parler de l'hypnose et pas pour parler d'autre chose. Et maintenant, l'hypnose n'a plus le droit d'utiliser le mot psychothérapie, ce que je trouve assez cocasse comme principe. Je ne savais pas ça, à l'origine, psychothérapie voulait dire hypnose. Et maintenant, c'est strictement interdit. Et tu sais qu'il y a une psychothérapeute. Waouh, fascinant. Merci. Et il y a une petite guerre, parce que ça, tu sais bien que nous et les Britanniques, on est toujours en guerre. Il y a une guerre pour savoir quels sont les premiers qui ont écrit le mot psychothérapie. Alors nous, c'est l'école de Nancy avec Bernheim et Libot. Et les Britanniques, à peu près à la même période, il y a un Britannique qui avait sorti le mot psychothérapie. Alors je ne sais plus pour quelle raison, mais c'était à peu près le même truc. Et donc on ne sait pas si c'est les premier psychothérapie ou si c'est britannique. Mais bon, cette guerre, elle ne dure pas que 100 ans, elle durera éternellement. On veut avoir raison sur les Britanniques et les Britanniques veulent avoir raison sur nous. C'est normal. J'ai également étudié les principes du yoga. Ça, je trouve que c'est intéressant qu'il le partage. Tu te souviens qu'il en a parlé de cet apprentissage du yoga, José? Il a toujours utilisé yoga comme l'idée comment dire, la connaissance de l'Orient et hypnose comme la connaissance de l'Occident. Et c'est pour ça qu'il a dit la méthode Sylvain, c'était comme l'enfant de yoga et hypnose. Mais c'était ni l'un ni l'autre. Donc, il a reconnu, mais je ne sais pas quelles sont ses recherches personnelles en yoga. Par contre, tu vois, dans l'article, attends, je vais finir la phrase. Donc, oui. J'ai également étudié les principes du yoga et de l'hypnotisme. Et pendant un temps, j'ai été rosicrucien actif. Donc là, il nous donne un petit peu son feedback. Un peu plus loin dans l'article, il y a un truc intéressant. On se posait la question, qui est-ce qui a été prof? Qui est-ce qui a enseigné l'hypnose à José? Eh bien, j'ai retrouvé. Il le dit dans l'article. C'est Leslie Lecron. Et Leslie Lecron, souviens-toi, on avait passé quelques vidéos à partager ses visions de tout le travail psychosomatique. Je ne sais pas si tu te souviens. On avait passé un petit moment avec ce bouquin-là. Quand je vais le rechercher. Voilà. On avait passé un peu de temps sur ce livre-là ensemble et on en avait fait les parallèles avec la méthode Silva. Et je t'avais dit, c'est marrant parce que Silva, il parlait de 3 stress, culpabilité, perte, routine, que l'on déteste. Et dans ces 7 clés qu'il avait proposées, le Cron, Psychosomatic Illness, ça revenait beaucoup sur ça. Et je t'avais dit, c'est que en hypnose, on retrouve un peu la même idée que ce qu'a développé Silva. Mais maintenant, ça se comprend parce que ce gars-là est le gars qui a formé José à l'hypnose. Plus Théodore ex-Barber. Oui, Barber, ouais. Mais tu vois, c'est la première fois que je vois le Cron écrit dans… Ah oui. Et puis, un truc intéressant, c'est que le Cron et Chic, les deux à chaque fois, mais le Cron, c'est celui qui a énormément travaillé sur les réponses idéomotrices. Donc, c'est lui qui a été la personne qui a popularisé.
Et ça avait du sens par rapport à la recherche de José, qui était de savoir qu'est-ce qui se passait dans les niveaux profonds et cette communication avec les niveaux profonds. Ce qui est d'ailleurs étonnant, c'est que je me demande, et ça, toi, tu as peut-être la réponse, est-ce que lui, tu te souviens un moment dans sa méthode, ou peut-être en Ultimate, ou peut-être dans les tests que vous avez faits, si vous aviez travaillé sur les gestes idéomoteurs, ça vous est arrivé de partir en alpha et puis de demander oui, de demander non ou pas? À ma connaissance, non. Ok. Et tu vois, parce que un des points clés de Lecron, qui a été vraiment reconnu pour ça avec Chic, ça a été ce développement de l'utilisation du modèle idéomoteur, c'est-à-dire on se met en transe, pour ceux qui ne connaissent pas, et on crée un ancrage. Un ancrage, par exemple, oui sur mon pouce. Donc, à chaque fois que mon pouce bougera, c'est oui. À chaque fois que mon index bouge, c'est non. Et je peux, sur le petit doigt, ça c'est une des spécificités aussi de Lecron, il y avait un je sais pas, ce qui est plutôt intéressant. Parce que souvent, on dit oui, non. Et lui, il avait en plus le je sais pas, ce qui permet, quand on est au niveau subconscient, on dit, je sais pas, est-ce que je peux trouver une réponse sur tel truc? Je sais pas, ok. Tu poses la question autrement. Est-ce que si je fais ça, ça me fera du bien? Oui, ok. Et comme ça, il y a une discussion possible avec le subconscient à niveau, si on parle vraiment en Silva, donc en alpha. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant de savoir si José, à un moment, l'avait utilisé dans la méthode. Toi, tu n'as pas mémoire de ça. Je n'ai pas de mémoire de ça, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait. Le mémoire le plus proche que j'ai de ça, c'est que quand on a joué avec les baguettes et le pendule, qui sont aussi une sorte de forme, en fait, de réponse, sauf que c'est moins le corps lui-même, c'est à travers l'instrument. Oui, mais il est tout à fait à l'aise avec ça. Ouais, et bah d'ailleurs, alors je sais plus si c'est dans ce bouquin-là ou un autre, mais je sais que il fait pas mal travailler avec le pendule aussi. Hein. C'est en plus l'hypnose un peu plus ancienne, mais là on sait que l'idée était vraiment d'avoir cette volonté de faire travailler. Non, c'était pas là-dessus, mais de faire travailler le subconscient et les réponses du subconscient. En tout cas, cette info, j'étais content de la trouver. Ça paraît tout bête, hein. On est content de quelque chose. Oui. Il a été formé par Barber, qui était un grand de l'hypnose, et par Lecron. Et je trouve que l'info, elle est super. Pour les gens qui ne connaissent pas l'hypnose, et même ceux qui connaissent, mais qui s'en fichent de l'histoire, ça ne vous parle pas. Mais pour moi, je trouve ça génial. Bon, c'est des trucs comme ça. Oui. Ben, je ne savais pas justement que les trois stress, en fait, dont tu parles dans le ultra, je ne savais pas que ça venait de Lecron, parce que c'était le seul moment où j'ai vu ces stress. Et c'était justement faire un travail qu'on n'aime pas. Et ça a choqué beaucoup de gens, je me rappelle, dans le cours. Mais intéressant, tout ça. Oui. Tu vois, non, mais le truc qui est amusant, c'est José, comme disait... attends, même José, c'était sur les épaules des géants. Tu te rappelles comment, justement, oui, c'était qui a dit ça? C'est Hellman, n'est-ce pas, qui disait ça, qu'on est sur les épaules des géants, oui. Mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui l'avaient dit avant. Mais tu vois, il y a un truc qui est marrant parce qu'on a, nous, inconsciemment travaillé ce bouquin-là. Et justement, j'avais écrit, tu vois, il y a encore mes notes dessus à dire, tiens, c'est marrant, parallèle avec la méthode Silva. Et maintenant, on apprend un an et demi plus tard. Ah bah ouais, le parallèle, il avait du sens vu que clairement, ça a été repris en partie dans la méthode Silva. Je trouve ça drôle. Bref, nos liens sont pas sont pas absurdes. Ça, c'est intéressant. Oui. Dans ces premières années, tout ce que j'ai lu, expérimenté et rassemblé, ce qui s'est avéré être une nouvelle organisation et application des concepts anciens, tu vois, ça c'est aussi intéressant. Il n'est pas en train de dire j'ai inventé des nouvelles choses. Il dit j'ai organisé et appliqué les concepts anciens de façon novatrice, entre guillemets, mais c'est plus ce qui existe déjà, je le réexploite, plutôt que je suis un pur inventeur de quelque chose. Et ça, j'aime bien l'humilité au travers de ce travail-là. Est devenue et devient encore la méthode de contrôle mental Silva. Depuis que nous avons commencé à donner des conférences publiques, de nombreux autres groupes académiques ou autres ont commencé à mener des recherches dans des directions similaires. Nous aimons nous considérer, la méthode et nos diplômés, comme des pionniers dans le domaine de l'éducation subjective. Nous avons organisé la fondation de parapsychologie de l'Areto qui
que nous avons ensuite renommé l'Institut de psycho-orientologie en 1944. Donc, question de McKnight, que signifie le mot psycho-orientologie? Je vous rappelle, pour ceux qui nous ont suivis un petit peu et pour ceux qui regardent le logo très précisément ou l'ancien manuel, parce que maintenant dans le nouveau, il n'y a plus du tout ce logo-là, c'était le mot qu'utilisait beaucoup José, et Lee nous a très bien expliqué qu'aujourd'hui, c'est un mot qui est plus utilisé certainement depuis je ne sais plus quelle année, mais parce qu'il y a eu un petit problème de confusion avec la scientologie. Psychologie, scientologie, de toute façon, on sent OJ, et puis déjà que la méthode, à certains moments, s'est fait critiquer comme un mouvement potentiellement sectaire, si en plus, il y a une facilité et une distorsion possible entre quelque chose qui est complètement reconnu et l'autre où il y a des doutes et des suspicions d'eux, je pense que cette notion a été mise de côté. Mais on va avoir un peu plus d'explications pour, en tout cas, cet échange de José. La psycho-orientologie signifie éduquer l'esprit à fonctionner consciemment dans sa propre dimension psychique. Et on revient sur cet élément-là, esprit à fonctionner consciemment. Et souvenez-vous, on l'a vu encore la semaine dernière dans notre échange concernant la différence entre l'hypnose et la méthode Silva, où José insistait sur la capacité de rendre autonomes les personnes qui exploitent sa méthode et non pas se perdre dans les méandres du subconscient et attendre que quelqu'un fasse émerger du subconscient des informations. Cela implique de prendre conscience de l'immensité du potentiel humain et d'apprendre à actualiser ce potentiel pour améliorer l'humanité. L'objectif principal de notre série de conférences de base est de familiariser les étudiants avec le potentiel de leur être tout entier et de leur apprendre à utiliser davantage leur esprit pour se libérer des schémas de pensée limitants et des habitudes improductives. Ainsi, ils peuvent devenir, comme nous aimons à le dire, les belles personnes qu'ils sont appelés à être. Donc là, c'est cool, on revient sur le truc de la semaine dernière où il dit n'oubliez pas, nous on n'est pas une thérapie, n'oubliez pas, on n'est pas des médecins. Par contre, l'idée est d'aller se libérer de schémas de pensée limitants et d'habitudes improductives. On est vraiment dans ce côté très factuel de José, à dire la méthode, utilisez-la pour améliorer votre quotidien, pour aujourd'hui, ce qu'il appelle les belles personnes appelées à être, c'est la version plus poétique et plus sympa que comment on dit aujourd'hui, les gars, ils adorent dire ça, la nouvelle version de toi-même ou la version optimisée de toi-même. Bon, bref, tu vois, aujourd'hui, on a simplifié le truc à dire que tu peux être la meilleure version de toi-même, et je trouve cette notion plus sympa, les belles personnes qui sont appelées à être. Je trouve qu'elle est jolie comme phrase. Tu l'as déjà entendu? Très poétique. Non, cette expression-là, non, je suis presque surprise. Normalement, il n'était pas si poétique, il était beaucoup plus... J'adore. Ouais, c'est joli. Ouais. Si je peux digresser un moment, je tiens à préciser que la notion être appelé, tu vois, et en plus il précise, d'être en contact avec son facteur de guidance intérieure est un concept central dans la méthode Silva. Nous n'entrerons pas dans une déclaration théologique car nos différents de langage collectif, la sémantique, s'avèrent souvent des obstacles dans la communication des systèmes spirituels, religieux, organisés par les humains. Il suffit de dire que nous sommes orientés vers Dieu. D'accord? Donc, quand il dit les belles personnes qui sont appelées à être, c'est vraiment en gros aller retrouver son essence, si on veut, son essence divine, lui, dans ses mots à lui, dans son essence la plus juste pour ceux qui ne sont peut-être pas religieux. Bien qu'historiquement, il semble que les humains aient davantage prêté attention aux guerres et rumeurs de guerre des traditions bibliques, nous avons des raisons de croire que nous faisons partie d'une nouvelle phase de l'évolution humaine sur cette planète et que le message « Je vous apporte la paix et le royaume de Dieu est en vous » inaugure une nouvelle ère de développement, de compréhension spirituelle. Donc là, on voit, et alors c'est intéressant parce qu'on voit que ce magazine était orienté sur la spiritualité et la religion, parce qu'il se permet je trouve, un discours qu'on n'a pas l'habitude d'entendre de la part de José de façon générale, ou hormis dans les deux petits livres qu'on vous avait lus, où c'était très personnel, prophétie et toutes ces notions-là, où il partageait sa spiritualité. Il disait dès le départ
un petit peu à l'attention du lecteur. Attention, là, c'est José Silva qui vous parle et ce n'est pas le fondateur de la méthode Silva qui vous partage la méthode Silva. Là, on sent qu'il s'autorise à partager sa religiosité, sa vision de Dieu, son partage biblique dans son propos avec Alice McKnight pour l'entretien. En quoi la série de conférences de base, BLS, a-t-elle évolué au cours des 10 dernières années? Ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Donc, on est en 77. Donc, en gros, depuis le départ, comment ça a évolué? Réponse de José. La série de conférences de base, telle qu'elle est actuellement présentée, a très peu changé dans sa structure depuis la première conférence que j'ai donnée en dehors de Laredo et de Nuevo Laredo en 66. Nous proposons toujours les mêmes techniques utiles pour une vie plus réussie, ainsi que les mêmes exercices mentaux ou cycles de conditionnement, avec quelques modifications constructives dans le langage utilisé. Mais nous avons considérablement élargi et enrichi notre contenu. Donc là c'est intéressant parce qu'on se posait la question, et justement, c'est pour ça que je voulais qu'on le lise maintenant. Pour ceux qui nous suivent sur 73, donc 4 ans avant, ce cours avancé qu'on vous dépiote avec Lee, on se posait la question, qu'est-ce qu'il a fait évoluer, qu'est-ce qu'il a rajouté, qu'est-ce qu'il a enlevé, pourquoi il explique ça, pourquoi il n'explique pas ça avant, pourquoi après ça y est, pourquoi maintenant ça y est pas, pourquoi il a divisé en deux le cours avancé, etc. Et là, je trouve que sa réponse, elle est intéressante. Sur la structure, Lee l'a dit au début du podcast, il n'y a pas grand-chose structurellement. 1-0-1, 2-0-2, 3-0-3 et 4-0-4, la structure reste la même. Par contre, comme il le fait remarquer, ils ont élargi et enrichi le contenu. Alors ça, j'aurais bien aimé savoir les mises à jour qu'il a fait. Tu vois, le seul qui peut nous répondre, c'est Ed, mais en ce moment, il est pas tellement disponible. Mais tu vois, là je pense que avoir des cours des années, si on arrivait à avoir le booklet des années, je sais pas, 70 ou 71 et voir si peut-être en 73, puis en 76, puis en 80, quand est-ce que la version définitive qu'on a aujourd'hui, elle est devenue la version définitive qu'on a aujourd'hui, tu vois, même si on sait qu'il y a une histoire derrière, mais vu qu'il a rajouté des choses, j'aimerais bien savoir quoi. Est-ce qu'il a rajouté à un moment donné, je sais pas, les clés mémorielles? Est-ce qu'à un moment, quand est-ce qu'il a fait ça? On sent que le sommeil, ça a toujours été dedans, mais peut-être qu'il y avait un exercice, il a peut-être rajouté un deuxième, ou peut-être qu'il y en avait deux, il en a peut-être rajouté un troisième. Tout ça, on n'a pas vraiment l'info. Donc ça, c'est des éléments qui pourraient être intéressants à trouver, si on arrive à les trouver. Il est 27. Donc, on va s'arrêter là pour la première partie. Vu que tu dois t'arrêter juste, on s'arrêtera vers 55 pour que tu sois tranquille pour retourner à ton cours. D'accord? Donc, si avec cette première partie, vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, on continue dans la deuxième partie à lire cette interview. N'hésitez pas, on répondra le plus rapidement possible sur Facebook, YouTube. Et comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Biwan, à très vite.